Bienvenue à tous. Bonjour, bonjour. Alors, on démarre ce webinaire. Salut Stéphane. Bonjour à tous. Bonjour à Augustin. Tu m'entends bien, Stéphane? Le reste de l'équipe qui est là nous entend. Tous les participants, bonjour. Nicolas. Bonjour. Ouais. Juste, j'ai besoin de savoir si c'est bon, si le son passe et l'image passe. Dites-moi OK sur le chat et on attaque. J'ai l'impression que c'est bon. Ouais, super. Parfait. Merci à tous. Eh bien, c'est parti. Bienvenue au studio du Florian Mansion Institute pour un webinaire en live avec une thématique. Alors, je vais tout de suite évoquer une problématique qu'on a eue sur ce titre de webinaire. Mais où se cachent les bons candidats? Eh bien, il y a des gens qui ont cru qu'on allait parler des élections. Donc, je tiens à le dire tout de suite, c'est un webinaire purement en ressources humaines. Donc, je vous rassure, hein, ça ne sera pas le cas, mais on a eu quelques questions qui nous ont été posées ou des remarques. Donc, non, il ne s'agit pas de ça. On va évoquer donc avec Stéphane Vidal un sujet très important, qui est un sujet d'actualité. Je vais attaquer tout de suite par une image qui évoque exactement la problématique. Mais où se cachent les bons candidats? Et comme vous le voyez, le problème, c'est que lorsqu'ils se cachent trop bien et qu'on n'arrive pas à les trouver, et puis finalement, ils finissent dans le placard et on n'arrive pas à les avoir. Juste d'un point de vue technique, pour que vous ayez tous la main sur le chat, sachez que vous pouvez mettre des petites questions ou des questions courtes sur le chat que nous relèverons et surtout que Stéphane Vidal va relever tout au long de l'échange pour poser des questions, faire des remarques. N'hésitez pas, c'est un mode interactif et donc l'idée c'est on est tous ensemble pour échanger et avancer sur cette réflexion. Je vous propose rapidement, avant d'attaquer dans le dur, de vous parler d'un ouvrage qui s'appelle « Les 13 secrets d'un chasseur de tête », de trois chasseurs de tête, pardon. Vous pouvez y accéder sur le lien que vous avez en bas à gauche de l'image. Je vous transmettrai le webinaire, le replay avec le PowerPoint, et vous aurez la possibilité d'aller sur notre site, éventuellement acquérir l'ouvrage, puisqu'il est en vente, et une grande partie de ce que l'on va dire aujourd'hui est le résumé de toutes ces années d'expérience que nous avons aussi édité dans des ouvrages et publiés dans pas mal d'articles également. Je présente très vite le cabinet pour ceux qui le connaissent et ceux qui le connaissent moins. Sachez que le Florian Mansion Institute est un cabinet de conseil en ressources humaines qui a été créé en 1976 avec des thématiques fortes en matière de RH. Nous proposons des services aux entreprises et aux candidats. Nous sommes des généralistes, nous travaillons sur toute la France et donc nous proposons bien entendu du conseil en RH sur la partie recrutement, sur la partie outplacement, c'est-à-dire reclassement, formation, coaching, audit RH, et nous proposons également bien entendu des conférences et des formations sur 3 thématiques fortes que sont la formation commerciale, la formation au management et la formation aux ressources humaines, c'est-à-dire au métier de recruteur. Je me présente très vite, mais ça ira très très vite. Augustin Valero, je suis associé et je dirige le cabinet Florian Mansion Institute avec Loïc Douillère, mon associé. Et je travaille maintenant depuis plus de 20 ans au sein de la structure en tant que consultant, mais aussi en tant que dirigeant du cabinet, avec beaucoup d'implication dans le monde associatif et consulaire. Je suis impliqué activement à la Chambre de commerce de l'Hérault en tant que trésorier, mais aussi membre du MEDEF de Montpellier. D'ailleurs, nous organisons ce soir un club rencontre et affaires, un club business, qui aura lieu à 18h30 à Montpellier, au MEDEF de Montpellier. Stéphane, je te laisse te présenter rapidement. Donc, enchanté, Stéphane Vidal. Je suis consultant depuis 4 ans maintenant pour le cabinet. J'ai une carrière, on va dire, orientée dans tout ce qu'on peut appeler IT, l'informatique. Et aujourd'hui, au sein du cabinet, j'ai 2 casquettes majoritaires. Une casquette vraiment sur des recrutements IT et une casquette sur de la grande distribution. Et c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité et le webinaire est intéressant sur ces sujets-là puisqu'aujourd'hui, il y a une pénurie dans tous les métiers, mais la pénurie en IT, ça fait quelques années qu'on commence à la ressentir. Donc voilà, je vais vous partager un peu mes expériences et avis sur ces recrutements-là. Très bien. Alors,
je vais rapidement vous présenter le plan que nous allons développer aujourd'hui. Donc tout d'abord, le paradoxe lié à ce marché de l'emploi. On le dit et on le redit, ça fait des années que ça dure. On dit qu'il y a toujours un décalage entre l'offre et la demande, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a beaucoup de candidats qui attendent d'être recrutés, et en parallèle, nous en tant que cabinet de conseil en ressources humaines, on a un discours de la part des employeurs très clair qui nous dit le marché de l'emploi ne répond pas à nos attentes et je ne trouve pas de bons candidats. Alors, on reviendra après sur cette notion de bons candidats qui est vraiment discutable. Deuxième point, c'est le marché complexe et difficile à maîtriser. Il faut savoir que, je le dirai tout à l'heure, mais le monde du recrutement et le marché du recrutement s'est complexifié à cause de plein d'éléments, la technique, les technologies, mais aussi la multiplication des acteurs sur ce marché-là. Il y a quand même quelque chose que nous observons depuis toujours, ça sera le point numéro 3, c'est que les recruteurs ont toujours un temps de retard. Globalement, la stratégie de recrutement dans l'entreprise est malheureusement peu, on va dire, pas prioritaire par rapport à d'autres stratégies, et ce qui fait qu'on a une approche encore un peu archaïque de ce métier, et on tarde à réagir. Mais, vous le verrez, le point numéro 4 nous évoque des évolutions positives. Là, on parlera de ce que nous, en tant que consultants, voyons auprès de nos clients et des entreprises que nous accompagnons. Alors, la problématique du recrutement, c'est surtout pas justement de trouver des candidats, mais plutôt d'être trouvé. Et ça, je vais l'expliquer tout à l'heure avec Stéphane. On est en train on inverse en fait la relation, et c'est très important parce que ce sont les grandes évolutions, les grandes tendances RH. C'est plutôt, il faut être trouvé plutôt que de trouver des candidats. Et enfin, j'insisterai là-dessus, mais c'est important, recruter, c'est mettre en œuvre une véritable stratégie de communication. Comme pour tous les autres domaines tels que la vente, pour moi, recruter demande vraiment la mise en place d'une stratégie. Et si ça vous va, on va attaquer tout de suite avec un sujet que nous traitons depuis toujours, c'est ce paradoxe du marché de l'emploi. Alors, vous pourrez aller sur ce slide, regardez l'article en question, il date de 2005. J'ai mis un petit lien, vous pourrez le consulter. Déjà en 2005, on se posait la question de savoir pourquoi il y avait un décalage entre le recrutement, entre les candidats sur le marché du travail et comment dire, et les entreprises qui ne trouvaient pas. Donc c'était vraiment un discours qui n'est pas nouveau, on en parle beaucoup aujourd'hui encore une fois, mais tu es d'accord avec moi Stéphane, c'est un sujet qui existe depuis des années. Hein. Je pense que depuis qu'on essaye de recruter, il y a des problèmes de recrutement et aujourd'hui on essaie de trouver des alternatives et surtout des stratégies pour séduire les candidats pour qu'ils viennent dans l'entreprise. Alors, le premier constat, et cet article est très clair là-dessus, c'est Florian Mentionne qui l'avait rédigé à l'époque, c'est qu'on n'a pas de problème de candidat. La thématique candidat, elle n'est pas liée aux candidats eux-mêmes, c'est plutôt qu'on manque d'imagination. À l'époque, c'est un article qui était plutôt axé sur le recrutement des commerciaux, mais c'est vrai pour toutes les autres fonctions. Et le problème, c'est qu'on manque d'imagination, et surtout que les recruteurs ont tendance à recruter des clones. Voilà, on veut tout le temps le même profil, le bac plus 5 ou le bac plus 3 avec X années d'expérience, qui correspond exactement au profil de la personne qui était là avant. Voilà. Ça, c'est un sujet récurrent et vous le verrez, vous pourrez l'exprimer dans le chat, je pense, mais c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps et qui n'a pas changé, même depuis 2005. Voilà. Alors, pour avancer un petit peu dans notre présentation, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à il y a quelques années, ou même il y a déjà pas mal d'années, on va dire que jusqu'en 2000, le marché du recrutement était plutôt simple, simplifié. Vous aviez de la diffusion sur la presse écrite, et puis en 2000, on a vu l'arrivée des premiers job boards, des premiers outils de recrutement digitaux, et donc grâce à Internet, bien entendu. Et quand même, pendant quelques années, ça a été la chasse gardée de quelques sites importants. On avait à l'époque les Monsters, on a toujours Cadre Emploi, des régions Job, tous ces sites internet qui étaient plutôt les leaders dans le marché du recrutement. Et depuis maintenant 3-4 ans, les choses ont changé, même un peu plus que ça. On arrive à des centaines et des centaines de sites d'offres d'emploi, avec toujours plus de CVTech. Alors, une CVTech,
C'est une base de données qui contient des candidatures soi-disant entre guillemets actives, mais en réalité elles ne sont pas forcément actives. Donc on a de plus en plus d'accès au CVTech. Il y a l'entrée dans le marché des réseaux sociaux. Donc on sait aujourd'hui que grâce à LinkedIn en particulier, on peut recruter. Et le marché s'est complexifié à tel point que ce qu'on appelle les ATS, c'est-à-dire les outils, pour résumer, c'est un logiciel de gestion de candidatures et de diffusion d'offres d'emploi, sont devenus obligatoires. Sinon, vous perdez à chaque fois l'historique de vos candidatures. Et voilà, on a passé un cap très très important toutes ces dernières années. Les conséquences, c'est que les offres sont noyées dans la masse et quasiment invisibles. Ça, vous, en tant que recruteur, vous pouvez le voir, mais je crois que même en tant que candidat aussi. Les candidats ont du mal à cibler les bonnes offres également aussi. Le constat est du coup que les offres d'emploi ne performent pas. Et aussi, une autre technique qui s'appelle le sourcing, qui consiste à aller chercher des candidats sur les réseaux sociaux ou sur le CVTech, est saturé. Aujourd'hui, beaucoup de candidats reçoivent des centaines et des centaines de mails et d'appels de profils de recruteurs. Et je suis un peu embêté parce que je viens de perdre Stéphane, j'espère qu'il reviendra. On a un petit souci technique avec Stéphane. Mais voilà, pour vous dire que le sourcing est saturé tout simplement parce que on a trop contacté les candidats, et y compris même pour des offres qui sont pas réelles. On qualifiait des CV à partir du sourcing, et pour moi, c'est pas une pratique très performante. N'hésitez pas, encore une fois, à faire vos remarques sur le chat, et j'espère que... Ah ben, je vois que Stéphane revient. Je suis revenu, pardon. Oui, j'étais en train de dire, je ne sais pas si tu en as parlé, Augustin, mais la validité aujourd'hui d'une offre d'emploi, on va dire non sponsorisée, elle est de quelques jours, voire quelques heures. C'est vrai. Si on prend une page Indeed, on voit très bien le nombre d'annonces qui sont incrémentées toutes les heures. Donc, on va être perdu dans la masse. Et la problématique, elle est comment je peux être toujours présent pour que les candidats retrouvent facilement mon offre d'emploi. Et je ne sais pas si tu en as parlé dans ce sujet-là, mais de plus en plus aujourd'hui, nous, on double les annonces. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, je cherche un poste de comptable syndic. J'ai déposé 2 annonces. Une annonce sur un poste de comptable syndic et une annonce sur un poste de comptable. Les chiffres sont là. J'ai 42 profils pour un comptable et j'ai 8 CV pour un comptable syndic. Donc, l'idée, elle est de se dire pourquoi ne pas mettre 2 annonces sur un profil et ouvrir, en fait, ouvrir le profil. Alors, ça montre la difficulté de ce marché qui n'est plus unique et qui oblige justement à avoir une approche beaucoup plus créative et essayer de sortir de l'offre d'emploi classique. Et voilà pourquoi ce marché aujourd'hui, il est complexe et difficile à appréhender. Mais encore une fois, ce qui est difficile, c'est de repérer les bonnes offres d'emploi également, de faire en sorte que votre offre d'emploi soit vue en tant que recruteur. Alors, Augustin, il y a Loïc qui nous fait une remarque pertinente. Il nous dit, dans la mesure où les managers sont ouverts à des profils différents. Elle est là la complexité. C'est ce que je vais dire là justement maintenant, et on va l'évoquer. Nous, depuis des années maintenant, on sait que le problème n'est pas un problème de candidat en matière de recrutement, parce que justement, on cherche à recruter des clones. Donc, si on n'est pas ouvert, on ne trouvera pas de solution en matière de recrutement, et c'est pour ça que on essaie d'expliquer aux entreprises qu'il est possible de justement recruter de manière efficace en s'ouvrant et en utilisant des techniques qui permettent justement de rendre ces personnes performantes. Mais je vais y venir. Il y a aussi le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est ok, le marché est complexe, devient de plus en plus tendu, et les recruteurs ne changent pas de stratégie aussi vite que ça. Il y a vraiment une inertie parce que nous avons des habitudes, enfin, nous, la plupart des recruteurs, et on pense que ça va fonctionner. On jette un petit filet à l'eau et puis on attend pour voir si on arrive à récupérer des poissons, des candidats. Donc ça ne marche plus. Ce qui ne marche pas, c'est que tout d'abord, les offres, elles sont incomplètes et mal rédigées. On a trop souvent encore, et vous le verrez tous sur les job boards et sur Internet, des offres qui sont
pas claires, standardisées, qui correspondent certainement à un copier-coller d'une vieille offre. Et donc ça, c'est pas très bon en matière d'efficacité parce qu'elles ne sont pas incitatives, clairement. Oui, ça, Augustin, je le dis aussi aux candidats, c'est-à-dire faites un CV, refaites votre CV chaque fois que vous le pouvez, repartir d'une page blanche, mais c'est exactement pareil pour les offres d'emploi. On a trop souvent tendance à avoir un manager qui envoie la même offre d'emploi à la RH et c'est une offre d'emploi, ça fait 5 ans ou 10 ans que c'est la même offre d'emploi. On ne regarde pas les missions, on ne regarde pas les environnements et finalement les offres sont plus d'actualité. Et c'est dans ce sens-là où je pense qu'il faut vraiment retravailler toutes les offres avant de les diffuser et remettre à contribution les opérationnels pour une offre qui soit vraiment précise. Je vous invite, tous les participants, n'hésitez pas à témoigner justement de ce que vous voyez sur le marché de l'emploi, sur les job boards, sur les sites par rapport à ces fameuses offres. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que vous les trouvez efficaces, intéressantes et incitatives? L'autre point qu'il faut souligner, c'est que, donc je vous disais, des critères trop restrictifs, et aussi une critique facile vis-à-vis des acteurs institutionnels. Aujourd'hui, on préfère critiquer Pôle emploi et la PEC et pas se remettre en question. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends très régulièrement et que je combats parce que, encore une fois, ce n'est pas un problème de candidat. Donc, en revanche, ce que moi je perçois souvent, c'est qu'il y a un manque de stratégie en matière de stratégie de recrutement et la pression, mais elle est déportée sur les recruteurs qui, du coup, passent leur temps à faire du sourcing de manière un peu anarchique et qui finissent par se retrouver également eux aussi sous pression. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que l'on constate. Ce qu'il faut savoir aussi, à la question pourquoi est-ce que ce marché ne performe pas, c'est tout simplement c'est que selon nous, notre point de vue à nous, c'est qu'aujourd'hui, on se contente de chercher et qu'on cherche mal. Et c'est pour ça que je reviendrai tout à l'heure au fait d'être trouvé. Les outils, la technologie nécessitent vraiment du temps, une prise en main de ces outils, mais aussi une préparation. Et recruter, c'est pas quelque chose qui se fait à court terme. Et puis enfin, on ne fait pas assez pour être trouvé, et c'est ce que nous allons évoquer tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres remarques par rapport à Nicolas, je crois? J'ai Nicolas qui nous fait une remarque, et il nous dit « J'ai eu trop de candidats qui ne correspondaient pas au poste, qui candidatent à une offre, voire plusieurs, vendeurs, comptables. » Ça, je pense que malheureusement, on ne peut pas trop donner d'explications. Ce matin même, je cherche un directeur adjoint pour un hypermarché et j'ai quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est, enfin, qui est dans un univers complètement différent et qui postule. Ce qui est un problème, je pense, surtout, c'est que, évidemment, je disais que les offres d'emploi étaient noyées dans la masse. Les candidatures, c'est la même chose. On a des milliers de candidatures qui peuvent postuler à des offres aujourd'hui. Mais le problème, très souvent, c'est que ce qui me gêne le plus, c'est pas tellement d'avoir trop de profils non ciblés, ça serait de ne pas avoir de bons profils ciblés, en fait. Et ça veut dire que l'offre n'a pas été vue par les bonnes personnes. C'est là qu'il y a un travail à faire. Et on va essayer de vous aider là-dessus. Alors, Julie fait une remarque aussi pertinente. Elle nous dit qu'elle a l'impression que de nombreux candidats, en fait, ils appuient sur un bouton postuler sans lire l'annonce. Donc, ils appuient sur je postule. C'est le quotidien, malheureusement, c'est à tous notre quotidien. On le voit de plus en plus, des gens qui ne prennent même pas la peine de voir qui est le client, puisque nous, on recrute pour des entreprises. Donc, vous avez vu qui était l'entreprise? Ah non, je n'ai pas eu le temps. Exactement. Donc, ça, à l'entretien, ça arrive. Et alors, on peut réduire ce problème-là en donnant beaucoup d'informations au départ aux candidats à partir d'une fiche de poste et une annonce très claire. Ça, c'est important. Et après, le candidat qui n'est pas curieux, qui ne va pas au bout des choses, ben, il ne nous intéresse pas. Mais vous allez le voir, et je suis d'accord avec vous, ça c'est un problème, encore une fois, récurrent. Dès l'instant où on s'arrête au marché du recrutement, on va dire un peu classique, c'est-à-dire composé de personnes qui cherchent vraiment un job et qui sont actives. Il y a des viviers par ailleurs qui sont inexploités, on va en parler également dans le slide suivant. Donc je disais, bon, les recruteurs tardent à réagir, c'est vrai, mais
on a quand même des évolutions positives. Et ça, je pense que vous tous, recruteurs, ou les candidats qui partagent cette vision avec nous aujourd'hui, le voient. Il y a une évolution de la part des entreprises aussi, qui commencent à se poser des questions. Pourquoi mes offres ne performent plus? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas attractif? Comment je fais, moi, en tant qu'entreprise, peut-être pas très connue par rapport à un grand groupe, pour valoriser mon image sur le marché de l'emploi? Et donc, ce que nous, on observe, c'est quand même de la souplesse par rapport à l'expérience. De plus en plus, les candidats nous le disent aussi, postulent à des offres où ils n'ont pas forcément d'expérience. Et notre constat, c'est que les entreprises, une fois qu'elles n'arrivent pas à trouver, acceptent finalement de ne pas tout miser sur l'expérience et vont plutôt avoir une démarche beaucoup plus tournée vers la formation et l'intégration. On a aussi également, et on le constate, des profils qui sont de plus en plus reçus avec des compétences moins ciblées. C'est-à-dire qu'on part du principe que telle compétence peut être acquise par ailleurs à partir de la formation ou même on peut renoncer à certaines compétences en faisant évoluer les postes aussi. Voilà. Il y a aussi... Oui. Si je peux rebondir, j'ai un client aujourd'hui qui me dit écoutez, si vous avez des profils qui correspondent à peu près à 60% des compétences qui sont requises, vous me le faites parvenir. Donc aujourd'hui, voilà, on a baissé le niveau d'exigence pour certains, parce que 60%, ça reste quand même assez faible, mais voilà, ils sont prêts à les former, à les accompagner. Donc c'est pour ça qu'on ouvre sur plus de candidats. Et puis, on a également aussi une prise en compte vraiment de la demande du marché qui commence à apparaître. On sait, et la période de pandémie et le confinement a poussé donc la mise en œuvre de nouvelles formes de travail, donc évidemment le télétravail. Donc aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de courant, d'accessible à tous, et beaucoup d'entreprises refusaient de l'intégrer un petit peu dans sa stratégie de recrutement. En réalité, oui. Désormais, ça devient un moyen aussi d'attirer des candidats, ne serait-ce qu'une journée ou 2 journées par semaine. Donc, des entreprises qui le refusaient commencent à l'intégrer dans l'offre de travail, justement. On a aussi également un point très important, c'est les efforts en matière d'intégration. Clairement, aujourd'hui, on sait que le recrutement ne s'arrête pas au moment où on se tape dans la main en disant « Ok, tu démarres lundi ». Non, là, lundi démarre un autre processus qui a déjà été pensé et préparé pour intégrer et que le ou la candidate ne soit pas désagréablement surprise par l'entreprise et par rapport au décalage qu'il pourrait y avoir entre la promesse et la réalité. Voilà. Mais l'intégration est devenue un outil de recrutement important. En revanche, le point où nous observons qu'il est toujours très difficile de faire bouger les lignes, c'est le problème de la rémunération. Clairement, on a des grilles qui malheureusement existent dans les entreprises et qui vont être détachées à un moment donné du marché. Je pense que ça, tu le vois aussi au quotidien, Stéphane. On le voit de plus en plus, et d'ailleurs l'informatique est un très bel exemple. Si on prend un poste de développeur web, il y a quelques années, c'était en sortie d'école, c'était des gens qui demandaient 28-30. Aujourd'hui, le marché est à 35-37. Et ça, sur tous les métiers de l'informatique. Donc, la complexité de l'entreprise, elle est de dire comment je peux intégrer dans mon équipe en place quelqu'un qui a moins d'expérience, mais qui a foncièrement une demande en termes de salaire qui est peut-être même au-dessus de certains de mes cadres. Donc la complexité du salaire, elle est vraiment là et présente aujourd'hui sur de grands nombres de postes. Clairement. Et c'est là que vraiment, on a un petit peu plus de mal à faire bouger les lignes. Et c'est vrai que il y a une cohérence dans l'entreprise qui correspond à un temps donné, et le marché évolue lui beaucoup plus vite, et parfois on va avoir des difficultés à intégrer des personnes qui pourraient être intéressées par le poste, mais avec lesquelles on ne pourra pas aller plus loin à cause de la rémunération. Et aussi, et ça doit quand même évoluer, il n'y a pas que le salaire, et on le sait tous, il faudrait quand même apprendre à valoriser les autres avantages. Un peu comme on a parlé tout à l'heure du télétravail, qui en est un, mais il y a des avantages et des formes de rémunération autres qui ne sont pas suffisamment exploitées ou valorisées. Donc dans toutes les entreprises, c'est possible de le mettre en œuvre, et je pense que c'est un des freins
au recrutement de ces personnes qui visent tout sur le salaire, on n'est pas assez imaginatif. Je ne sais pas s'il y a d'autres remarques entre-temps. Oui, j'ai Véronique qui a mis une remarque. Elle me fait un quiz sur les seniors. Alors, on parle de l'annonce, elle nous dit finalement, si j'en mets pas assez, on n'a pas, on dit qu'on n'a pas assez d'informations sur l'entreprise, mais si on en met trop, on va noyer le candidat dans un descriptif trop complet. Oui, alors il faut savoir attirer avec des mots-clés, hein, c'est un peu l'idée de l'annonce, qui est un résumé de cette fiche de poste, mais moi je pars du principe que quand j'achète un produit cher, eh bien je lis la notice et je prends le temps de comprendre un peu les caractéristiques techniques. C'est la même chose pour le recrutement, et le candidat, quelque part, a une posture, et ça c'est notre postulat depuis toujours, non pas de vendeur, mais plutôt d'acheteur. Et c'est pareil pour l'entreprise. L'entreprise achète une compétence et le candidat achète un projet. Donc, on est dans une posture acheteur-acheteur, et l'information, bien entendu, il faut la rendre lisible, et il faut qu'elle puisse être comprise. Mais on est rarement en difficulté avec les candidats lorsqu'ils ont bien compris ce qu'on attend d'eux, et les recrutements se passent toujours mieux. Je pense qu'il faut donner un maximum d'informations pertinentes par rapport au poste, bien sûr. On va poursuivre donc maintenant, une fois qu'on a constaté qu'il y avait des évolutions positives et que c'est pas suffisant, pardon. Ce que nous prenons depuis très longtemps au sein du cabinet, même si aujourd'hui c'est des choses dont on parle de plus en plus, c'est que ce qui est important, c'est de chercher, bien sûr, mais c'est être vu et être trouvé. Et c'est un gros problème pour les PME et les TPE qui n'ont pas forcément l'image et la puissance de certains groupes, mais ça devient aujourd'hui de plus en plus accessible à tous, justement par l'arrivée des outils tels que les réseaux sociaux. On va en parler justement. Donc, clairement, plus que de chercher, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'ouvrir le champ, le terrain de jeu, non pas seulement aux candidats actifs, mais à tous ces candidats qui sont ou dormants ou semi-dormants, et que l'on va amener vers soi avec une stratégie de communication. Alors, comment le mettre en œuvre? Tout d'abord, c'est de créer des relations à long terme avec les candidats. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites dans une entreprise. Il faut savoir que publier une offre, c'est offrir ce que les candidats demandent, mais c'est aussi, du coup, mettre en avant des valeurs, des projets d'entreprise. C'est aussi des possibilités d'évolution, d'acquérir des compétences. Donc déjà, quand on communique sur une offre d'emploi, dites ce que vous offrez aussi, et que le recrutement, c'est pas qu'une affaire de court terme. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la marque employeur, et ça tout le monde la connaît parce que ça fait maintenant quelques années qu'on en parle, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que vous le savez tous, la marque employeur, c'est une déclaration quelque part de l'entreprise à partir d'une stratégie de communication vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des candidats pour attirer des talents. Hein. Donc, ça ne marchera pas si toute l'entreprise n'est pas concernée par cela. Clairement. Donc, la marque employeur, ça n'est pas qu'une affaire du service marketing. Aussi, il faut que vous sachiez que vos collaborateurs actuels et les anciens collaborateurs peuvent et sont des ambassadeurs de votre propre entreprise. Ça, ne l'oubliez pas, la relation ne s'arrête plus à la fin du contrat de travail. Les anciens collaborateurs sont aussi des prescripteurs qui pourront parler de vous et communiquer sur votre entreprise. Et ainsi que tous les anciens candidats. N'oubliez pas que une entreprise avec un site internet super sympa, avec un budget énorme en communication, avec des valeurs affichées, avec voilà, une stratégie marketing et communication efficace pour attirer les talents. Si au moment de l'entretien, l'expérience se passe mal parce que votre recruteur est désagréable, parce que le processus est trop long, parce qu'il n'a pas eu de réponse, vous avez beau avoir mis beaucoup de moyens dans les outils, justement, derrière, vous allez créer des frustrations et des avis négatifs. Et aujourd'hui, Stéphane, tu le sais aussi, il existe des sites qui permettent de donner des avis, en fait, sur les candidats. Aujourd'hui, les candidats font exactement la même chose que quand ils vont rechercher un hôtel. Hein. On va mettre le nom de l'entreprise, on va regarder les avis, on va regarder des sites spécialisés comme Glassdoor, où on va se faire son propre jugement par rapport à ce qui a été dit par des candidats, des partenaires, etc. Donc, c'est très important d'avoir une communication et plutôt positive
sur l'entreprise par ces accès-là. Hein. C'est vraiment. Et c'est quelque chose, il faut savoir que c'est quand même assez nouveau, hein, parce que, alors, c'est pas assez nouveau, ça fait quelques années que ça existe, mais que ça devient vraiment quelque chose de viral, partagé et connu de tous. Les avis, comme pour Google sur pas mal de thèmes, existent aussi par rapport aux entreprises. Donc vraiment, n'oubliez pas en tant que recruteur que vous avez cet outil-là, mais aussi en tant que candidat, n'oubliez pas que c'est un bon moyen de savoir où vous mettez les pieds. Alors, il y a Nicolas qui pose une question et il dit, est-il d'ailleurs légal de faire supprimer des avis par l'entreprise? Une de mes anciennes entreprises faisait cela régulièrement pour éviter le bad buzz. Alors, moi, je sais que c'est pas si simple, en fait, de faire une demande pour supprimer un avis. Je connais des entreprises qui suppriment également la possibilité de déposer des avis sur Facebook. Donc, on n'est pas obligé sur Facebook de laisser l'avis. Donc, comme ça, il résolve un peu la problématique. Mais il faut faire une demande à Google, il faut la justifier. Je pense que ce n'est pas si simple sur des sites comme Glassdoor de faire enlever des avis négatifs. Et les avis sur un site vont être reproduits par ailleurs. Hein. Donc, de toute façon, si vous avez un avis à donner sur une entreprise et que vous voyez que l'avis a été effacé, vous pouvez le mettre par ailleurs sur un autre site. Je pense qu'il y a LinkedIn qui permet de le faire aussi. Alors, nous allons poursuivre notre réflexion parce que, ok, c'est bien les avis. Et on est encore un peu dans l'ancien temps où pour l'instant, voilà, on suit le marché. Moi, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin dans cette notion d'être vu, mais surtout d'être trouvé. Et on va parler maintenant de deux actualités, enfin de deux actualités RH ou deux thématiques d'actualité, que sont le talent brand et l'inbound recruiting. Alors, vous excuserez mon anglais, avec entre mon accent moitié espagnol, moitié français, c'est pas si simple, mais bon, c'est écrit et vous pourrez le lire. Alors, pourquoi ces deux termes me semblent intéressants aujourd'hui? Parce qu'ils nous permettent d'avoir une autre vision de ce marché du recrutement et de l'élargir à un spectre beaucoup plus large en fait. La difficulté aujourd'hui, c'est de sortir, quand je vous disais, du marché simple de l'emploi avec des offres d'emploi et des candidats. Et grâce à tous ces outils, et ceci est accessible à toutes les entreprises, on peut désormais fonctionner autrement et avoir, on va dire, un effet sur ces deux axes-là. Je vais rapidement vous le résumer. Quand on parle de talent brand, c'est l'image employeur interne. Alors ça concerne qui? Et c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec LinkedIn, et la définition est super intéressante. Le talent brand est la version orientée social media, totalement publique de votre marque employeur. Il incorpore ce que les talents pensent, ressentent et partagent à propos de votre entreprise en tant qu'organisation de travail. Donc clairement, aujourd'hui, si vous avez des collaborateurs qui sont sur votre page LinkedIn, sachez qu'ils sont identifiables par les autres membres de la communauté, mais qu'ils vont également aussi donner des avis, partager des expériences, et donc c'est très très important de savoir que cette image interne, elle ne reste pas on va dire en huis clos de l'entreprise. Elle, grâce aux outils de communication et aux médias, justement, peut aujourd'hui être diffusée et partagée. Donc c'est vraiment un bon outil pour que vos propres collaborateurs deviennent vos ambassadeurs. Des remarques là-dessus, Stéphane? Non, tu as bien résumé. Aujourd'hui, il faut que l'équipe, il faut que tout le monde s'identifie dans l'entreprise et il faut que tout le monde communique. On le voit beaucoup en informatique où aujourd'hui, dès qu'on a un nouveau recrutement, les gens reçoivent un kit avec une casquette, avec un mug, et ils le mettent sur les réseaux sociaux, ils le partagent. Ça fait partie en fait de ce team et de cette appartenance, parce qu'aujourd'hui, les gens souhaitent avoir une appartenance à l'entreprise. Donc, c'est important d'être reconnu comme collaborateur de l'entreprise.
Ouais, et donc en fait, cette notion de time brand, c'est vraiment ce que pensent vos collaborateurs de vous sur les médias sociaux. Nicolas parlait d'abus justement par rapport à ses avis. C'est pour ça qu'avec ces deux sujets que sont le talent brand et l'inbound recruiting, on va beaucoup plus loin. On n'est plus dans la simple thématique très marketing des avis en fait. Alors, le deuxième concept, qui est donc un concept dont on parle de plus en plus, c'est l'inbound recruiting. En fait, c'est faire connaître votre société, mais à partir de communautés que vous allez alimenter par des contenus, qu'ils soient vidéos, des articles, des échanges, des blogs. Et donc l'idée, c'est de vous dire, puisque je m'intéresse à une partie de la population en matière de recrutement, je peux prendre l'exemple d'ingénieurs, mais aussi d'informaticiens ou de commerciaux, eh bien, diffusons des offres, diffusons de l'information à ces gens-là par les médias sociaux qui vont leur permettre d'interagir avec nous. On part d'un article, on part d'une question, d'une enquête, d'un sondage, et on va donner la parole à ces gens-là qui vont nous suivre dans la durée à partir de ces échanges et que demain, je vais amener vers mon entreprise parce que son talent m'intéresse. Donc, vous l'avez compris, on est sur une stratégie, hein, on n'est pas sur un sujet qui se traite en 2 heures avec une offre d'emploi publiée en ligne. Non, non, l'idée c'est vraiment dépasser cette notion de recrutement à court terme et de créer la relation avec des communautés parce que votre entreprise a des choses à dire et à partager avec les futurs candidats et donc s'assurer que demain, ces offres d'emploi seront bien vues par les bonnes personnes. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Stéphane, de cette nouvelle approche? C'est vrai qu'on a vu l'émergence d'un nouveau métier qui est le community manager. Oui. Il y a quelques années, en fait, sur Montpellier, il y avait une petite société de service, une ESN, qui avait embauché un community manager, donc quelqu'un qui fait que de la relation sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Je trouvais ça incroyable qu'on ait quelqu'un sur ce poste-là uniquement. Et aujourd'hui, on a les 3/4 des entreprises aujourd'hui dans l'informatique qui ont des community managers qui passent leur temps à relayer des informations, mais aussi à promouvoir les collaborateurs. Et le poste de community manager n'est plus uniquement destiné aux grosses entreprises. Aujourd'hui, je pense qu'il faut soit avoir quelqu'un en time sharing sur cette partie community manager, mais avoir quelqu'un de dédié dans l'entreprise pour relayer toutes ces informations-là et pour que les futurs candidats voient la présence sur les réseaux et qu'ils aient envie de participer à cette aventure. Bien sûr. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette nouvelle approche du recrutement, c'est que ça oblige à avoir une cohérence au niveau de la communication. Je disais tout à l'heure que la marque employeur ne suffisait pas parce qu'on est sur du déclaratif. Si l'entreprise n'est pas cohérente sur son ensemble, c'est ses membres, ses anciens candidats aussi, qui vont véhiculer de l'information et le faire savoir. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est surtout d'un point de vue RH intéressant parce que ça nous permet aujourd'hui d'élargir le champ vraiment de la communication avec les futurs talents de l'entreprise. Donc, un point très important aussi, mais j'en reparlerai après, même vos anciens candidats sont des ambassadeurs également de l'entreprise. Si le processus s'est bien passé, si vous avez bien suivi le profil, bien répondu dans les temps, effectué un feedback sur la candidature dans les temps et pertinente, ce candidat gardera une bonne image de vous. Et donc ça devient vraiment quelque chose de stratégique pour beaucoup d'entreprises de donner une bonne image sur le marché du travail. Voilà. Alors, pour résumer un peu ce que je viens de dire, tout d'abord, et on l'affirme haut et fort au sein du cabinet, la notion de candidat et de bon candidat est obsolète, clairement, puisque ça veut dire qu'on se ferme à des viviers de candidatures, bien entendu actifs, inactifs ou futurs. Recruter, c'est l'adéquation simple d'un profil
par rapport à un besoin défini par une annonce, mais c'est une approche très ancienne, très restrictive, elle n'est plus suffisante. Il y a vraiment derrière un processus qui s'est mis en place grâce aux médias sociaux. Stéphane, je ne te vois plus, mais tu es toujours présent? Oui, oui, je suis toujours présent. Ok, d'accord, on a un petit problème de connexion. Alors, encore une fois, elle est obsolète parce que le marché du recrutement est beaucoup plus large que le simple marché de l'offre et de la demande à court terme sur des candidats actifs. Nous avons aussi donc également aussi cette notion intégrée maintenant, c'est que lorsque vous recrutez, lorsque vous rédigez une offre d'emploi, eh bien, ce n'est pas le seul outil d'information externe, c'est également votre image interne et votre image externe qui va être partagée par les candidats et par les collaborateurs sous forme d'avis ou de commentaires. Et donc, c'est ce qui va appuyer l'idée selon laquelle la notion de marché classique et de bon candidat tout simplement est obsolète. Alors, On peut parler d'exemples. Oui, voilà, Oui. il y avait une question en début de chat de quelqu'un qui parlait des seniors. Moi, je vois beaucoup d'avantages à recruter des profils seniors. Aujourd'hui, si on fait une comparaison entre les juniors et les seniors, les juniors ont une ambition de carrière. On sait qu'aujourd'hui, en moyenne, la durée, en fait, on reste entre 3 et 5 ans dans une entreprise. Donc, Oui. les gens sont censés être en CDI et rester très longtemps, mais finalement, ils ont besoin pour leur carrière d'évoluer et donc ils font d'un bond d'une entreprise A sur une entreprise B, etc. Et donc, un senior a plusieurs avantages. Déjà, ce premier avantage, c'est que sa carrière, il a déjà faite, elle est derrière lui. Il va être donc fidèle sur les années qui lui restent. Si ça se passe bien, ben, il va rester dans l'entreprise. Il n'est pas là pour rester 6 mois, 1 an et pour changer de société. Et aussi, il y a une notion qui est intéressante, une notion de partage et d'accompagnement des collaborateurs. Je le vois en grande distribution. Je viens de recruter un manager de rayon qui a 60 ans. Voilà, le client même m'a dit j'aurais jamais pensé à recruter un senior. Donc aujourd'hui, il a quelqu'un qui connaît très bien son métier et qui est surtout dans le partage et l'accompagnement des collaborateurs pour les faire monter en compétences. Donc il n'a pas d'objectif de carrière, il a un objectif de bien faire son métier et de partager ses connaissances. Donc pour répondre à la question des seniors, évidemment, c'est un vivier très intéressant. Et ça fait partie voilà, des points qu'on va relever sur la fin où ben, il faut s'ouvrir finalement et il faut ouvrir le spectre parce que il y a un vivier intéressant sur les seniors. Alors, moi, j'ai même une idée à ajouter, c'est que puisque, et ça on l'a vu tout à l'heure, les entreprises ont tendance à ouvrir de plus en plus justement les profils et à l'accepter, puisque je suis prêt à l'accepter et que je suis prêt à recruter un profil un peu plus senior, je vais le faire bien. C'est-à-dire que quelle est la principale qualité d'un senior? C'est son expérience, ses compétences, mais avant tout pour moi, c'est sa capacité à transmettre. Au reste de l'équipe. Donc, si vous recrutez un profil senior, faites-le en cherchant justement des compétences de bon communicant, pédagogique, une personne qui va transmettre dans l'entreprise et qui est motivée par ce projet-là, en fait. Voilà. Moi, c'est comme ça que je propose de recruter un profil un petit peu plus senior qui serait à 5 ans de la retraite. On ne peut pas le recruter comme un candidat lambda, en fait. Il faut un projet pour cette personne et un projet intéressant pour la société. Donc, y a Anne qui dit il faut que les employeurs s'ouvrent en effet. Ben oui, c'est ce que nous on est là pour ça en fait, pour le dire haut et fort. Ça marche. On a plein d'exemples de sociétés qui le font de plus en plus, et ça ne marche pas lorsque on subit le recrutement. Voilà. Quand un recrutement est pensé qu'à court terme et qu'on n'envisage pas ces thématiques-là, notamment le recrutement de seniors ou de profils un peu plus décalés par rapport aux compétences initiales, c'est parce qu'on est pris par le temps et qu'on veut recruter des clones. Voilà, voilà un peu notre point de vue. J'ai envie aussi d'évoquer avec vous quelques exemples pratiques
que vous pouvez mettre en œuvre dans vos entreprises d'ailleurs, hein, déjà, et pour mettre un petit peu le pied dans cette communauté d'avis et sur ce marché de l'emploi, justement, avec des sujets comme le talent brand ou le inbound recruiting, pardon, je dirais créer des groupes de travail dans une entreprise et faites-le savoir. J'ai un client promoteur qui fait de la promotion immobilière, mais qui, au-delà de sa recherche de produits techniques ou de produits comment dire, qui vont plus avec la période et la recherche de développement durable, a décidé de le faire aussi en interne. Et donc, a proposé à un groupe de travail en interne de discuter sur l'échange, sur l'émission de CO2 en interne, à partir de la consommation d'électricité, de la consommation de café, de la consommation de pas mal de choses. Et donc, ce groupe de travail s'est créé, a été donc créé par le dirigeant, et il a laissé là libre champ aux équipes qui ont mis en place des procédures et des idées en interne qu'ils ont après partagées à l'extérieur. Et ça, c'est pas mal, parce que lorsque vous dites j'ai des valeurs, et des valeurs que je partage en interne, ben, le mieux c'est de s'appuyer sur vos propres collaborateurs pour le faire savoir, hein. Il y a d'autres, je vois qu'il y a des petites remarques encore qui se font sur le chat. Tu as d'autres exemples? Ouais, vas-y. Ah, non, Dominique pose une question par rapport aux plateformes virtuelles d'offres d'emploi. De plus en plus en intérimaire, ne bousculent-elles pas les réseaux historiques et classiques? Oui, mais en fait, depuis, c'est pas nouveau en fait. Depuis toujours, l'intérim a essayé de venir sur le marché du recrutement entre guillemets classique, c'est-à-dire du CDI, mais ça reste, ça vient brouiller le marché global avec des acteurs supplémentaires. C'est vrai, il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine, et l'intérim aussi, qui a une pratique un peu différente et qui correspond à un type d'organisation très souvent aussi voulu, hein, par les salariés, hein. C'est pas forcément toujours subi. Donc oui, il y a une myriade et une multiplicité d'acteurs sur le marché du travail, dont les entreprises d'intérim qui sont venues sur le marché, bien entendu. Encore une fois, pour moi, ça c'est le marché classique, le marché historique. Là, quand on parle de communauté, de partage de contenu et d'expérience avec des futurs collaborateurs qui seront dans notre entreprise dans 1 mois, 6 mois, dans 1 an, c'est la meilleure manière de s'ouvrir justement. Et comme je disais, on l'a marqué en gros en bas, mais c'est quand même notre leitmotiv, c'est ouvrez vos chakrins. Clairement, vous avez des moyens en matière de formation, d'intégration, on a du e-learning, on a de la formation en entreprise, on a des webinars, on a plein d'outils qui vont permettre à un candidat qui a besoin d'acquérir des compétences de le faire au quotidien. Allez chercher plutôt des potentiels et la capacité à d'un candidat d'apprendre justement et de transmettre par ailleurs, bien sûr. Aujourd'hui, le constat, on le fait tous, hein, donc il faut essayer de s'adapter, de s'ouvrir sur des profils, de multiplier les annonces, comme j'ai dit tout à l'heure, de diffuser 2 annonces pour un poste identique, mais avec des titres d'annonces différents, pour essayer d'aller chercher d'autres candidats. Alors évidemment, il va y avoir peut-être plus de candidats qui ne sont pas dans la cible, mais aujourd'hui, voilà, l'idée, elle est d'avoir un maximum de candidats, d'avoir une communication externe sur les réseaux sociaux, d'avoir une bonne image, de faire gérer en interne ou en externe par des community managers, et ça existe, externaliser la communication de l'entreprise. Le plus important, c'est d'être présent, de le dire et de le montrer. Exactement. Et donc Loïc vient de le rappeler, et c'est tout le fil conducteur, et puis ce que j'ai dit en préambule, le recrutement n'est pas un problème de candidat. C'est trop restrictif, et si on réduit le recrutement à cela, on se prive de tous les autres viviers, et de ce que j'ai expliqué tout au long de ce webinaire avec Stéphane. On est en train on est face à une évolution assez importante du marché du recrutement, qui va intégrer vraiment tous ces sujets qu'on vient d'évoquer maintenant. On n'est pas sur du court terme, et on n'est pas sur un problème de candidat. C'est à l'entreprise d'être imaginative et d'aller chercher les informations, de publier et de véhiculer l'information qui va lui permettre
justement d'être vu et d'être trouvé. C'est à vous d'être trouvé quelque part. C'est tout à fait ça aujourd'hui. Comment faire pour qu'un candidat soit attiré par mon entreprise? Ben, c'est en communiquant, en essayant. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat un profil, pourquoi recruter un profil trop junior ou plus junior? Certains recruteurs, malheureusement, sont fermés, ont des œillères et disent non, il me faut 95% de compétences équivalentes à mon poste, mais on sait, nous, par expérience, qu'on peut faire monter en compétences les gens. Il faut s'organiser en interne. Je crois que quelqu'un en parlait de l'organisation interne pour aider les gens à devenir rapidement opérationnels. Je reprends mon exemple du comptable syndic. On vient de recruter une personne qui n'a pas du tout d'expérience sur le syndic de copropriété. Le client en est conscient et le client met en place des formations en interne. Il me dit, je préfère avoir un bon comptable que de chercher un comptable syndic et quelqu'un qui sera peut-être mal formé ou déformé par des confrères. Donc aujourd'hui, son objectif, c'est d'avoir un bon comptable et de le former en interne. Bien sûr, ça c'est l'évolution dont on a parlé tout à l'heure justement. Et donc recruter, c'est aussi donner et former. Alors, j'ai Madja qui a fait une remarque, elle nous dit qu'elle a 15 ans d'expérience et qu'elle a bien de difficultés à être recrutée actuellement. Alors, de la même manière que j'explique qu'il faut que les entreprises aient une autre approche pour justement être vues et être trouvées, vous pouvez vous l'appliquer aussi peut-être au travers des réseaux sociaux. Alors nous, on fait pas mal de formations aussi aujourd'hui, y compris pour les candidats. Et il y a deux choses que vous pouvez faire. Tout d'abord, c'est sur notre site internet, sur florianmansson.com. Vous avez beaucoup de contenu pour développer votre carrière, des podcasts, des vidéos, des articles qui vont vous permettre aussi d'avoir une approche différente du recrutement. Donc ça, c'est pour vous et c'est à votre disposition. Et ayez la même stratégie qu'entreprise. Si vous repérez une entreprise sur LinkedIn qui est intéressante, connectez-vous avec des collaborateurs de l'entreprise, échangez avec eux sur des sujets, sur des articles qu'ils peuvent publier ou autres, et faites-vous connaître autrement que comme un simple candidat. Okay ? Donc ne soyez pas un simple candidat. Ça, c'était ma petite... mon petit moment dédié aux candidats aujourd'hui, et je sais qu'il y en a beaucoup qui nous suivent en permanence. Donc, pensez également que cette stratégie vous concerne également aussi. Et que, donc, comme je vous le disais, vous pourrez également, soit en tant que recruteur, soit en tant que candidat, avoir plein de ressources documentaires sur notre site pour justement apprendre et continuer à vous cultiver dans ce domaine d'activité. On va finaliser, Stéphane, puisque nous arrivons bientôt à l'heure de reprendre nos activités professionnelles. Je voudrais te remercier déjà et remercier aussi Noémie et toute l'équipe qui nous aide à réaliser ces webinars. Sachez qu'il continue, que le prochain webinar aura lieu donc le 19 mai et ce sera Florian Mansson qui va l'animer avec une thématique qui va plaire à beaucoup de monde. Ça sera évaluer votre propre quotient spirituel pour mieux manager. Donc, tout un programme. Et enfin, au mois de juin, donc le 16, vous aurez mon associé Loïc Douillère qui va vous expliquer comment travailler moins en gagnant plus. Voilà. C'est un vaste sujet aussi qu'il va vous présenter avec grand plaisir. Et donc, pour ma part, je vous rappelle que vous allez tous recevoir le replay de ce webinar et que vous allez avoir aussi accès donc au PowerPoint. Et bien entendu, n'hésitez pas à nous retrouver, à continuer l'échange de la même manière sur LinkedIn, sur nos pages. Je sais que vous êtes très nombreux à commenter nos posts et à les partager. Donc, continuons le débat. Ça sera avec grand plaisir que nous pourrons échanger. Merci Augustin. Merci Stéphane. Merci à toutes. Et puis, n'hésitez pas à nous ajouter sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux. À très bientôt et à la prochaine.